Je suis Michèle Boyer, j'ai un parcours commercial en entreprise jusqu'au jour où j'ai découvert la formation. Et j'ai découvert la formation commerciale pour ensuite passer à la formation dans le service. Donc d'abord les ventes, ensuite la pré-vente. Et j'ai été particulièrement séduite par la formation, la manière américaine de gérer de la formation. Si vous voulez, les Américains, quand ils font une formation, la formation, c'est pas pour faire se faire plaisir, apprendre des belles choses. La formation, c'est destiné à vous rendre opérationnel. C'est-à-dire que pour eux, ce qui compte, c'est l'objectif à atteindre. On est dans l'objectif. Alors, quand j'ai découvert aux États-Unis le service, la notion de service, puis la réclamation par voie de conséquence, j'ai découvert des gens qui considéraient que le client tel qu'il était, c'était pas la question était qu'il fallait faire de lui un client satisfait, que l'objectif était un client satisfait, que mes états d'âme de commercial, mes états d'âme de conseiller de clientèle n'avaient aucune importance. C'est pas ça qui allait faire gagner. Ce qui me faisait gagner, c'est que j'étais centrée sur la satisfaction de mon client. Voilà. Et ça, c'est cet aspect-là que j'ai découvert là-bas et que j'ai rapporté en France. Parce que en France, on a tendance à se laisser diriger par nos émotions, par ses émotions, par nos propres émotions, par notre ego, et on oublie qu'on a un objectif quand on est dans une relation commerciale qui n'est pas notre satisfaction, mais celle du client. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment convaincue et qui m'a vraiment séduite, et j'ai envie de ramener en France, et ce que j'ai fait. Ma réponse, a priori, elle est accepter l'insatisfaction. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas suffisamment qu'un client ne soit pas content. On a des bons produits, nos produits sont bons, et le client qui n'est pas satisfait, c'est qu'il n'a pas compris que nos produits étaient bons. Or, si le client n'est pas satisfait, il est dans son droit de ne pas être satisfait. Et ça, on ne sait pas le lui dire simplement. Ça entraîne tout un tas de dérives. Les dérives du genre... on se justifie, on explique qu'il n'a pas bien compris, et on explique, enfin bon, on le met en tort. Donc ça, c'est le premier point, accepter avec simplicité. Après, si vous voulez, les piliers suivants, on va dire, c'est savoir créer la confiance. Ce qui fait qu'un client est un client, qu'on va pouvoir gérer l'insatisfaction d'un client, c'est qu'il ait confiance dans nous, la personne qui le prend en charge. La confiance, aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus dans notre monde. On est dans un monde de défiance, et la défiance, elle est partout. Elle est vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des marques. Il y a plus de confiance. Donc, si vous voulez, le pilier, pour moi, le pilier fondamental, c'est de créer de la confiance. Et la confiance, on ne peut la créer qu'à travers une relation interpersonnelle. Donc, si vous voulez, ici, là, on est sur la confiance, c'est une relation interpersonnelle. Je crée un lien, je crée une relation amicale avec mon client. Je lui montre qu'il est un ami pour moi, qu'il est proche de moi, que son problème est mon problème, et que je vais tout mettre en œuvre pour trouver les solutions. Et si vous voulez, quand vous avez une démarche comme celle-là face à un client, le client sait que l'erreur peut arriver, le sait qu'un problème peut arriver. Si on a l'air de vouloir être une entreprise parfaite, il ne va pas nous croire. Il sait que des êtres humains font des erreurs. Si on masque l'erreur, il ne va pas l'accepter. Si on lui dit, c'est vrai, vous avez raison, vous avez eu une difficulté, vous avez vécu telle situation, elle est problématique pour vous, je le comprends. Donc, je vais faire un maximum pour vous trouver une solution. Le client va le croire. Et quand il me croit, j'ai déjà surmonté l'essentiel. Il sait qu'une erreur est humaine. Après, si je la traite de la bonne manière, il va me faire confiance. Donc là, c'est un pilier extrêmement important, la confiance. Alors après, c'est vrai que pour arriver à créer cette confiance, si vous voulez, les piliers, c'est que le client se sente unique. Parce que la confiance, elle vient du fait que je ne traite pas le problème du client d'avant, je ne traite pas le problème du client d'après, je traite le problème du client face à qui je suis. Et ce client, s'il perçoit que
tout son problème et tout mon problème à moi, il va me faire confiance comme à un ami sur la façon dont je vais pouvoir le gérer. Donc, c'est arrivé à considérer que chaque client est une personne unique. Donc ça, c'est un autre pilier, si vous voulez. Je dirais que d'autre part, d'autres piliers sont l'authenticité, mais c'est lié à ce que je viens de vous dire, la confiance. Ça veut dire que la personne qui crée la confiance est une personne authentique. Je la perçois sincère. Elle n'est pas en train de me faire un discours stéréotypé, un discours convenu. Elle n'est pas en train de me répéter les choses qu'elle a dites au client d'avant et qu'elle dira au client d'après. Elle est complètement centrée sur ma situation, mon problème. Donc l'authenticité est un point essentiel. Je dirais qu'un autre pilier, mais tout ça va ensemble, c'est la transparence. Aujourd'hui, dans les entreprises, regardez, il n'y a pas de transparence. On raconte aux gens qu'il n'y a pas de retard dans le traitement de leur dossier, alors qu'en réalité, ça prend plus de temps que d'habitude. On essaie de leur expliquer qu'on n'a pas tort et que donc tout va bien. Le client, lui, il voit que son dossier n'est pas traité. Donc, il se dit, on me ment. Et donc, ce manque de sincérité, de transparence dans les explications. Je sais qu'en disant transparence, ça provoque beaucoup de crainte dans les entreprises, parce que la transparence veut dire qu'on admet de ne pas être toujours parfait. C'est ce problème de perfection qu'il faut que l'entreprise arrive à apprendre. C'est pas elle qui compte, c'est comment le client l'aperçoit. Et si le client perçoit qu'elle est authentique, qu'elle lui donne des explications qui ont du sens. S'il faut, si vous voulez, la notion de sens. Vous savez, quand on me dit, par exemple, je sais pas, je travaille, j'envoie un courrier à la RATP et je lui dis, j'aimerais bien que vous fassiez une ligne qui va jusqu'à tel endroit là où j'habite, là, ça serait parfait qu'il y ait une ligne. Et puis quand on répond au client, on me répond, ah ben oui, vous avez raison, c'est très important, on va y penser, on va réfléchir à la situation. Il est évident qu'ils vont pas réfléchir à la situation, parce qu'ils peuvent pas faire des lignes pour tous les clients qui les demandent. Donc, si on me répond comme ça, je me dis, bon, il se moque de moi. Si au contraire, on me répond en me disant, c'est vrai que c'est important ce que vous demandez et que notre objectif à nous, la RATP, c'est de vous donner le maximum de satisfaction sur les sujets, sur ce qui va vous rendre la vie plus facile au quotidien. Permettez-moi de vous dire les raisons pour lesquelles c'est compliqué. Vous voyez, transparence, c'est ça. C'est vrai, c'est important pour vous, je le conçois. D'un autre côté, c'est compliqué. Vous savez que pour faire une nouvelle ligne, il faut les autorisations des mairies, qu'il faut que le sol soit, qu'on puisse le percer, qu'on puisse construire dessus. Vous voyez, énormément de choses. Donc, la transparence, ça consiste à dire aux clients des choses qui sont pas simples, qui demandent à bien y réfléchir, mais qui, pour lui donnent le sentiment qu'on le prend pour une personne intelligente. Et prendre un client pour une personne intelligente, donner du sens aux choses, ça n'a pas de prix pour gagner un client fidèle. Donc voilà, si vous voulez, c'est ça les piliers. Et tout ça repose sur si vous voulez, en fait, la capacité de se mettre vraiment dans la peau du client, d'être centré, de comprendre ses émotions, d'être bienveillant vis-à-vis de lui, je dirais que de pas le juger, de dire que on va y venir après d'ailleurs, mais c'est vrai que si vous voulez, c'est cette capacité de se mettre dans sa peau, dans sa vie, et de se dire, si j'étais à la place de cette personne, je ressentirais vraiment de l'angoisse, de l'inquiétude, et c'est cette capacité à prendre en compte cette inquiétude et cette angoisse qui va faire que je vais pouvoir donner satisfaction à mon client, non pas que je vais répondre à ses questions et qu'il va avoir toutes les réponses qu'il attend, je vais pas faire de miracle, mais simplement il saura que ce que je fais, c'est ce que je peux faire. Il saura que j'ai fait le maximum pour lui. C'est-à-dire, si vous voulez, entre la bonne volonté, la mauvaise volonté qui donne l'impression de mauvaise volonté qu'on peut donner parfois au client en n'écoutant pas ce qu'il dit et en lui répondant pas de façon transparente, et la sincérité qui fait qu'on lui dit ça, je ne pourrai pas le faire. Vous le comprenez, j'espère, et je fais le maximum pour vous rendre service, c'est très différent. Donc le client est capable de comprendre tous les efforts qu'on fait pour lui, et je pense que c'est notre avenir, il est dans cette relation client, et en prenant en compte toutes ces choses-là. Parmi toutes les choses que j'ai vues, je peux vous prendre un exemple. L'exemple des magasins Nordstrom. Avec mes amis de ma société à l'époque, on est allé visiter les magasins
Nordstrom, et j'ai assisté à un épisode assez intéressant où il y avait le patron du magasin qui disait à ses collaborateurs, voilà, il est arrivé avec un panneau, un grand panneau comme ça, sur lequel il ne voyait pas, les collaborateurs, les vendeurs ne voyaient pas ce qu'il y avait sur le panneau, et lui, il était tourné vers lui. Et il leur dit, voilà, c'est tout ce que vous devez faire quand vous devez satisfaire un client. Et puis, il retourne le tableau, et sur le tableau, il était écrit « It's up to you ». C'est-à-dire, en fait, vous avez la main, vous êtes autonome, c'est vous qui savez comment faire pour satisfaire un client. C'est votre rôle. Et j'ai trouvé ça fabuleux, parce que c'est ça la responsabilité, c'est ça qu'il faut arriver à donner. Chaque individu doit pouvoir se sentir responsable d'atteindre l'objectif qui est le sien dans son métier, et son métier quand il est face au client, c'est de servir le client. Donc ça, c'est ce que j'ai appris et qui m'a paru tellement important à transmettre en France. C'est que c'est quand même pas si simple, parce que ce sont des techniques et des méthodes qui demandent à travailler profondément sur soi-même. Enfin, chez nous, en particulier en France, si vous voulez, on a à surmonter une grosse difficulté qui est notre ego, notre sentiment que servir est un mot négatif, que servir est synonyme de servilité, que quand je suis au service, dire à quelqu'un, vous servez un client, c'est lui dire je suis son esclave. Et donc c'est compliqué, parce que la question que vous me posez, c'est comment faire changer ça. Et ça, c'est dur à changer. Vous voyez, donc en fait, effectivement, il y a des comportements, il y a des méthodes et comportements complémentaires, qui demandent beaucoup de travail personnel de chaque individu sur lui-même. Alors c'est vrai que si vous voulez, c'est en France, moi on est en France, depuis mon expérience américaine, j'ai travaillé en France à développer cette approche que j'ai découverte là-bas. Elle est très difficile à développer parce qu'elle se heurte à des freins très importants de la part de notre nature de Français, qui ont un ego hyper développé, qui sont persuadés, nous sommes persuadés, que on n'a pas à mal nous parler, que les autres doivent nous respecter. Et, si vous voulez, la phrase que j'entends en plus dans les formations que je pratique, c'est « le client ne doit pas me parler comme ça. Le client n'a pas à me parler de cette façon. Il doit être correct. » Effectivement, je leur dis « alors qu'est-ce que vous faites? Vous voulez l'éduquer, si je comprends bien le client. » Il me dit, il faudrait qu'il soit bien élevé. Je dis, mais est-ce qu'on peut éduquer le client? Pardon, est-ce qu'on peut éduquer le client? Et si vous voulez, j'illustre là le fait que nous ne sommes pas, nous Français, prêts, on n'a pas de facilité à accepter, comme les Américains dont je vous parlais tout à l'heure, accepter le fait que l'objectif justifie tous les efforts que je vais faire pour l'atteindre. C'est-à-dire m'oublier moi-même, être complètement centré sur le client, penser uniquement client. C'est pas dans notre nature. Et donc, par rapport à votre question, il faut apprendre, il faut avoir la volonté de travailler sur son propre ego et se dire, je dois ne pas me laisser aller à mes propres états d'âme pour arriver à être vraiment, à satisfaire mes clients, et je ne pense pas à moi. Or, si vous voulez, la première des choses que je rencontre dans toutes mes formations, c'est le jugement. Par exemple, je travaille sur des réclamations de clients. La première chose, quand on lit un courrier, je prends parfois des courriers un petit peu folkloriques, où vous avez un client qui a des mots un peu bizarres, parfois un peu grossiers. Enfin bon, il y a des tas de clients très différents, avec des manières d'être qui ne sont pas forcément dans notre manière à nous de voir le monde et de voir la vie. Et j'entends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne dis pas les mots que j'entends, mais bon, on juge le client, c'est un idiot, il n'a rien compris, il est bête. En fait, si vous voulez, on perd son temps à juger le client. Et je dirais que ma première recommandation, et la première des techniques et des méthodes, c'est de faire un effort pour accepter le client tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'est pas moi, il ne pense pas comme moi, enfin pas forcément, s'il pense comme moi, c'est pas très compliqué de bien le traiter. Donc, quand il ne pense pas comme moi, qu'il a des comportements différents des miens,
comment est-ce que je peux surmonter ça pour accepter l'idée qu'il est différent de moi. Donc je pense que c'est la première des luttes, enfin la première des choses à travailler, si vous voulez. Alors après, il faut travailler avec des pratiques, des techniques pour le faire. Hein, on peut travailler avec des techniques, mais c'est une des choses à surmonter. C'est une des choses à surmonter, c'est le jugement. Ensuite, dans ces techniques, si vous voulez, alors ça c'est l'idée générale. Arriver à surmonter, si vous voulez, ce qu'il faut arriver à surmonter, c'est toutes nos réactions. Je vous parlerai en particulier, si vous voulez, de notre tendance à ne pas supporter. Par exemple, un client arrogant, un client qui vous prend de haut, qui vous dit « j'exige, je veux que », ça nous donne envie de lui dire « si je veux ». Donc c'est vrai que si vous voulez, c'est notre enfant rebelle qui s'exprime. On a envie de claquer ce client-là, voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont, il y en a qui peuvent nous énerver pour d'autres raisons. Ils sont lents, ils sont tatillons, et donc tous ces différents types de comportements de clients provoquent chez nous, selon notre nature à nous, des réactions négatives qui freinent notre envie de pouvoir écouter et s'adapter à ce qu'ils demandent. Donc en fait, il faut que nous surmontions, que nous apprenions à surmonter cette tendance à avoir des freins, ces freins que nous appelons des redoutables dans notre organisation. Il faut apprendre à surmonter ces freins en se disant que l'autre est différent et que je dois accepter l'autre, mon rôle étant, moi, de faire de lui un client satisfait. À ne pas perdre de vue le but. Mon rôle est de faire qu'au-delà de ces différences et de ce comportement qui peut me heurter, j'ai un client et que mon but est de faire que ce client reparte de mon entretien ou en refermant le courrier, qu'il reparte avec le sentiment que je l'ai bien écouté, bien compris et que la réponse que je lui ai faite, même si c'est un non, a été repose sur une vraie analyse, sur la sincérité, sur c'est que je ne pouvais pas lui dire oui, compte tenu du contrat que nous avons ensemble, et qu'il l'a accepté. Alors, le fait qu'il l'accepte, c'est très important à ce stade de nos techniques, de savoir comment on peut travailler. C'est bien important de comprendre pourquoi, comment fonctionne, quel est le mécanisme de cette relation, de ce comportement humain. Parce qu'en fait, j'ai un client à qui je réponds non. Si je lui réponds non directement, il va être furieux. Si je sais comment lui dire non de la bonne manière, il va pouvoir l'accepter. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il peut passer du refus, de la colère, à l'acceptation? Tout ça repose sur des mécanismes très connus, hein, que la plupart des personnes connaissent, qui a été découvert, ça a été découvert tout ça il y a un siècle environ, par des psychothéoriciens, et c'est la base de ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Je ne vais pas aller plus loin, simplement ça repose sur le fait que nous avons 3 cerveaux, et que ces 3 cerveaux sont en fait 2 cerveaux qui sont des cerveaux émotionnels, et un cerveau rationnel qui est le cortex. Les cerveaux émotionnels sont le limbique et le reptilien, et ils sont la base de toutes nos émotions. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans le fonctionnement de notre cerveau reptilien, nous sommes sous l'empire de l'émotion. Et si, sous l'empire de l'émotion, je suis moi remonté contre vous, vous ne voulez pas me donner satisfaction, vous ne voulez pas accepter de prendre une autre décision que celle que vous avez décidée, je suis en colère contre vous et je me rebelle et je me bats contre vous. C'est comme l'enfant qui va dire, si vous voulez, vous lui dites fais ça, fais telle chose, et il vous répond non, je le ferai pas, en tapant du pied, en disant na. Vous voyez le na du gamin. Eh bien, l'adulte a la même manière de se comporter. C'est-à-dire qu'un adulte à qui on refuse ce qu'il veut, sans prendre en compte les raisons pour lesquelles il le demande et sans prendre en compte son émotion, va avoir le même comportement. C'est un comportement qu'on appelle, dans cette technique de l'analyse transactionnelle, un comportement rebelle. Or, quand vous êtes face à un client rebelle, vous ne pouvez pas lui parler rationnellement.
puisqu'il est en pleine émotion. Je ne prendrai comme parallèle, pour illustrer mon propos, qu'une scène de ménage ou une discussion politique. Vous avez des gens qui ne s'écoutent pas, qui s'envoient des énormités, des horreurs, mais qui ne s'écoutent pas, parce qu'ils sont sous l'empire de l'émotion. Donc, on ne peut pas discuter sous l'emprise de l'émotion. Il faut donc la calmer. Et donc, tout ce qui va permettre si vous voulez, les techniques sur lesquelles va reposer le bon fonctionnement face à un client mécontent, face à un client insatisfait, va reposer sur la capacité qu'on va avoir à commencer par lui dire qu'on entend ce qu'il a à dire, hein, c'est-à-dire, par exemple, c'est vrai, j'imagine la situation dans laquelle la réponse que nous vous avons faite vous met, à quel point c'est difficile pour vous, l'inquiétude que ça génère par rapport à ce que vous allez, aux aspects financiers de la question, à d'autres choses. J'imagine tout à fait les difficultés pour vous, et j'en suis réellement, je le regrette pour vous. Ça veut dire que je vais lui montrer que j'entends, que je comprends, que j'accepte l'émotion qu'il a et la situation, quitte à lui dire, si c'est par oralement, je vais lui dire, et moi, à votre place, je serais comme vous. Si je devais vivre une situation comme celle-ci, je serais furieuse. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui va faire que le client, se sentant compris, va calmer l'émotion. L'émotion va descendre d'un cran. Je ne dis pas qu'elle est calmée totalement, mais on peut la faire descendre progressivement si elle est très forte. Donc, à partir du moment où j'ai calmé son émotion, parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment? Il se dit, quelqu'un qui a si bien compris ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va me donner la réponse que j'attends. Donc, on l'a calmé, on l'a un peu endormi éventuellement, et on a quelqu'un qui est prêt à entendre quelque chose. Et c'est le moment où on va pouvoir lui dire, d'un autre côté, hein, permettez-moi de vous préciser le fonctionnement du contrat qui nous lie dans une telle situation. Hein, la clause concernée précise telle et telle chose, et vous voyez bien que c'est, dans votre cas, c'est exactement la situation qui s'applique. Et voyez la raison pour laquelle je ne peux pas vous répondre positivement. Si vous voulez, le client ne va pas être content de la réponse, mais au moins, il a compris pourquoi vous êtes obligé de la lui donner. Et donc, si vous voulez, le fait de passer d'une émotion vive à un calme de l'émotion, c'est-à-dire à faire retomber suffisamment l'émotion pour qu'on puisse faire appel à son cortex, qui est le seul point dans lequel il est rationnel. Le cortex, c'est une sorte de machine, c'est l'ordinateur de bord du cerveau humain. Et bien, quand il est dans son rationnel, le client peut comprendre que le contrat, effectivement, il l'a signé, qu'il existe. Il ne le comprendra pas si on le lui assène. Si on lui dit, mais monsieur, vous avez un contrat. Là, il va être encore plus en colère. Si au contraire, on passe par ce chemin de comprendre son émotion et de le lui dire avec bienveillance, il va se calmer et il va entendre notre réponse. Donc, si vous voulez, c'est tout ce que j'appellerais comme technique, ce que j'appelle l'art de dire non. C'est-à-dire qu'on va lui répondre négativement, mais on commence par lui dire qu'on comprend, qu'on accepte. Parfois, on va lui dire qu'on accepte. Parfois, on va lui dire qu'on comprend. Parfois, on va, si vous voulez, tout dépend. Si c'est lui dire non parce que lui s'est trompé, on va effectivement passer par le chemin que je viens d'évoquer. Mais s'il y a eu une erreur de notre part, on va traiter autrement. C'est-à-dire, s'il y a eu une erreur, on va l'accepter, on va lui dire avec sincérité qu'effectivement il a raison d'être mécontent parce qu'il y a eu une erreur et qu'on est vraiment très ennuyé et qu'on le prie de nous en excuser. Mais on ne va pas, dans aucun des cas, on ne va masquer, on ne va essayer de contourner et de ne pas donner, acter le sentiment de notre client. C'est cette démarche de comprendre le sentiment du client qui va être la clé pour lui faire entendre raison et qu'ensuite il accepte la réponse qu'on va lui faire. Donc ça, si vous voulez, je dirais que par rapport à la question que vous m'avez posée, les techniques et les méthodes, vous voyez, la méthode, c'est de savoir d'abord surmonter ses jugements personnels et ensuite de savoir accepter et comprendre l'émotion de notre client de manière à l'amener
à comprendre notre point de vue à nous de l'autre côté. Donc en fait, par rapport à ce que je viens de vous dire, je pense que l'essentiel est là, c'est cette capacité empathique qui fait qu'on se met dans la peau de l'autre et qu'on n'est pas centré sur nos propres émotions. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter, surtout il ne faut pas avoir peur d'être empathique. Si vous voulez, un des problèmes que je rencontre le plus souvent avec mes participants, mes stagiaires, c'est la peur de donner raison au client et que en lui disant je comprends, en lui disant j'imagine bien ce que vous avez vécu, je comprends votre inquiétude, il a l'impression qu'on va lui répondre positivement et qu'on le trompe en répondant pas positivement. Alors, et puis que surtout dans les entreprises, on a l'impression qu'on se fait tort, on se fait du tort en étant d'accord avec le client. Alors, je voudrais simplement vous dire, ça ne fait pas de tort. Reconnaître un client, être sincère avec lui, le met dans une situation de confiance qui fait que derrière, vous aurez tous les moyens, bien plus de moyens, d'argumenter avec lui en parlant rationnellement avec un individu détendu. Donc en fait, si vous voulez, n'ayons pas peur de l'empathie. L'empathie, c'est pas dire au client forcément vous avez raison, sauf si on a fait une erreur. Mais l'empathie, c'est pas forcément dire vous avez raison, c'est dire je comprends, je me mets dans votre peau et j'imagine. On n'est pas en train de lui dire vous avez raison. On lui dit j'imagine ce que vous avez ressenti. Dans cette situation, ce qu'on ressent, et tout le monde pourrait le ressentir. Et donc, ça veut dire, par exemple, je vais prendre un exemple pour montrer que vous ne donnez pas raison au client en étant empathique. Par exemple, un client, souvent, il y a des clients qui se plaignent des comportements des collaborateurs dans l'entreprise. C'est une base de satisfaction très courante. Hein, les clients, j'ai été mal reçu, on m'a donné une fausse information, etc. Eh bien, quand vous avez un client qui vous fait des remarques de ce genre, il est important, enfin, vous pouvez très bien lui répondre. C'est vrai que ce que vous décrivez est quelque chose de très difficile à vivre. Vous lui dites pas, c'est vrai qu'il s'est mal comporté, notre collaborateur. C'est vrai que ce que vous décrivez est inacceptable. Vous voyez, c'est pas la même chose. Ce sont sur des points comme celui-ci qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire, vous ne donnez pas raison. Vous dites simplement, vous acceptez le point de vue. Accepter le point de vue de l'autre, c'est simplement ça. Donc ça, si vous voulez, c'est un point important de ce que je voulais vous dire. Et puis un autre, mais qui va avec un petit peu. Une des choses que je constate le plus souvent dans les entreprises, c'est la nécessité, les réponses aux clients, surtout on le voit à l'écrit, mais c'est vrai à l'oral, mais à l'écrit ça reste, hein, ça se voit, c'est on se justifie. On explique qu'on est bon. On explique. Alors, je reprends un exemple, un peu le même genre, c'est-à-dire le client qui se plaint qu'il a été maltraité par un collaborateur de votre entreprise, et vous lui dites, par exemple, « Ah, c'est vrai que en gros, c'est vrai que c'est bizarre ce que vous me dites, parce que nous, on forme tous nos collaborateurs à être particulièrement attentionnés vis-à-vis de nos clients. » Vous imaginez ce qu'entend un client à qui on dit que lui, ce qu'il a vécu, c'est pas important, puisque nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est bon avec les clients. Hein, nos règles à nous, c'est d'être bon avec nos clients. Donc en fait, qu'est-ce qu'on lui renvoie? L'idée, on lui renvoie que c'est lui qui ment. C'est lui qui a tort. Si vous voulez, et ça, vous pouvez prendre plein d'exemples pour illustrer ce sujet-là. Vous en trouverez partout. Hein, c'est bizarre, c'est curieux, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrive, on n'entend pas ça, nos clients ne nous font pas ce genre de remarques, c'est-à-dire qu'on met le client en tort pour ne pas être en tort soi-même. Donc ça, c'est à bannir. Il n'y a rien de tel pour énerver un client. Voilà ce que je voulais vous rajouter sur les techniques face aux clients. Je parlerai plutôt globalement des managers. Les managers de proximité, qui sont ceux qui nous intéressent, ceux qui sont en contact avec les conseillers. Les managers de proximité sont tiraillés entre énormément de difficultés, de contraintes. On leur met des objectifs quantitatifs en grande quantité. Ils doivent faire des tableaux de bord, ils doivent faire plein de choses. On leur donne, on exige d'eux un certain nombre de choses. Et en parallèle, si vous voulez, ils n'arrivent pas à eux-mêmes, enfin, ils sont obligés de répercuter, ou en tout cas, ils répercutent toutes ces contraintes sur leurs conseillers. C'est-à-dire que les conseillers sont tiraillés eux-mêmes et n'arrivent pas à pratiquer aussi bien
quand je fais de la formation, par exemple, eh bien, je m'aperçois que on n'a pas tous les effets qu'il faudrait de la formation parce qu'il y a énormément quand ils reviennent sur leur position de travail, il arrive un certain nombre de fois qu'on leur permette pas de faire les choses qu'ils ont apprises en formation. Je prends l'exemple de parler au jeu, enfin parler, il parle au jeu, mais écrire au jeu. C'est-à-dire dire je, s'impliquer. Beaucoup de managers ont du mal à accepter ce jeu. Parce qu'effectivement, pour eux, c'est comme si leurs collaborateurs prenaient des décisions concernant l'entreprise, et qu'ils prennent une autonomie qu'ils ne devraient pas avoir, et ils considèrent que ça dépasse leurs compétences, leurs capacités. Alors, effectivement, première vue, et quand on n'a pas suivi la formation et qu'on ne sait pas pourquoi il est utile de parler au jeu, qu'est-ce que ça va faire comme effet sur le client? Ça peut être légitime, leur réaction. C'est pour ça que si on veut que tout ce qu'on fait pour aller vers cette entreprise dans laquelle le service est personnalisé, dans laquelle le client a confiance, si on veut que chaque relation soit unique avec chaque client, il faut bien évidemment que ce soit une affaire d'équipe et que le manager soit imprégné des mêmes méthodes, que ce soit lui qui les porte, que ce soit lui qui les développe. Alors effectivement, s'il n'a pas suivi la formation, ça m'arrive un certain nombre de fois, eh bien, il est réticent. J'ai un exemple que j'ai vécu avec une grande entreprise. Je faisais des formations, j'en avais fait déjà pas mal, et la directrice du service relations clients, à un moment donné, elle dit, moi, j'accepte pas, c'était sur l'écrit, moi, j'accepte pas qu'on écrive je, hein, qu'on écrive à la première personne. J'accepte pas. Alors, moi, j'avais fait mes formations en leur expliquant pourquoi parler à la première personne était important. Alors, ça s'est bien passé parce que le manager du service client a accepté de me rencontrer. Donc, j'ai pris un rendez-vous à la fin d'une formation pour aller la voir. Et je lui ai expliqué pourquoi le jeu était le seul susceptible de convaincre le client de la sincérité de la personne en face. Donc, si vous voulez, mais je lui ai expliqué aussi que le jeu n'était pas que le pronom à utiliser. On emploie je pour dire je comprends, je peux imaginer votre déception devant ce que vous avez dû vivre. C'est je m'implique, c'est moi qui le dis. Mais quand je vais dire derrière, permettez-moi de vous donner des explications sur notre fonctionnement, je vais passer au nous, je vais passer à l'entreprise, parce que je ne suis pas l'entreprise. Donc les règles de l'entreprise, c'est nous. Moi, je m'implique personnellement, c'est je. J'ai expliqué ça à cette directrice de relations clients, du service client, qui a très bien compris et qui m'a dit, mais moi, je suis complètement d'accord maintenant. Ça veut dire qu'il fallait passer par cette étape. Et donc, il faudrait passer par cette étape avec tous les managers des services clients. Que quand ils sont face à leurs collaborateurs, ils ont le même langage et qu'ils en soient un modèle, qu'ils deviennent le modèle. Et le patron, le responsable qui est un modèle de ce qu'on demande de faire il demande de faire à ses collaborateurs, aura beaucoup plus de progrès, beaucoup plus d'avancement grâce à un accompagnement au quotidien. Sinon, on perd le bénéfice des formations qui ont été faites, étant donné qu'après, ça se délite puisque personne ne maintient le cap. Donc voilà pourquoi c'est important de former les managers. Par rapport aux outils que vous proposez, il y a un aspect qui est extrêmement intéressant et important, c'est donner des feedbacks aux conseillers qui ont la relation directe avec le client pour les aider eux-mêmes à comprendre, à se connaître mieux, à comprendre sur quel point progresser. Et là, je dirais, dans ce sens-là, c'est très complémentaire. Il faut qu'ils apprennent la relation directe avec le client, mais il faut qu'ils apprennent à progresser dans leur relation avec leur client et vous êtes là pour pouvoir le faire. Je dirais, si vous voulez, c'est d'y croire, c'est d'être convaincu qu'aujourd'hui, si on n'investit pas sur la qualité de la relation individuelle avec nos clients, nous perdrons dans l'avenir. Il n'y a pas d'autre solution. Tous les produits sont identiques. Vous ne pouvez pas faire la différence par vos produits. Vous ne pouvez la faire que par votre service. Et regardez aujourd'hui, c'est très facile à voir concrètement.
Les entreprises performantes financièrement sont les entreprises qui ont su enchanter leurs clients. Et donc, plus elles s'y sont prises de bonheur, plus elles ont aujourd'hui réussi. Vous avez, alors je ne veux pas prendre que l'exemple d'Amazon, parce qu'il est souvent synonyme de critique. En même temps, Amazon est un modèle de ce que être uniquement centré sur ses clients peut permettre de performance. Et vous en avez d'autres. J'en ai des exemples nombreux autour de moi, des entreprises comme Leroy Merlin, comme LVMH, comme enfin bon, je ne veux pas les énumérer. Ce sont des Carglass, tenez, c'est une entreprise que je mets dans mes annales parce que franchement, Carglass a une qualité de service tellement extraordinaire que les gens y reviennent. Et donc c'est ça à quoi il faut que vous arriviez dans l'avenir. C'est-à-dire investissez pour donner. Investissez sur vos clients. C'est vos clients qui vous feront gagner. J'espère que tout ce qu'on a vu avant vous a intéressé. Je travaille maintenant pour la marque et l'association pour le management de la réclamation client. Et je traite leur formation. Donc je fais des formations traitement des réclamations par téléphone. Je fais des formations sur traitement des réclamations par écrit, par mail, par courrier, sur les sites, sur les réseaux sociaux. Je fais des formations pour les managers pour qu'ils aient le même discours que leurs collaborateurs. Et tout ça, je le fais dans le cadre de la marque. Et donc, depuis 10 ans, je travaille pour eux sur ces réclamations. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la marque, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que vous trouverez là, juste en dessous.